Cette vidéo traite d'une affaire de meurtre en série réelle, avec des détails violents. Certains passages sont suggérés plutôt que décrits crûment, mais l'écoute est déconseillée au jeune public. Il y a des affaires qui se terminent par un procès, un coupable, un point final. Et puis il y a celle-là. Une affaire qui a duré 17 ans, 8 doubles meurtres, 16 victimes. Et à la fin, malgré des arrestations, malgré des condamnations, malgré des années d'enquête, personne ne sait vraiment qui a tenu l'arme. En 1999, la justice italienne condamne 2 hommes pour 4 de ces doubles meurtres, Mario Vanni et Giancarlo Lozzi, 2 villageois surnommés les compagnons de campagne. Sauf qu'aucune preuve matérielle ne les relie directement aux scènes de crime. Pas d'ADN, pas d'empreintes, juste des témoignages et des doutes. Beaucoup de doutes. Alors, si ce ne sont pas eux qui ont tout fait, qui est le vrai monstre de Florence ? C'est exactement la question qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Nox. Toujours là. Alors, on vous souhaite bienvenue dans les ombres. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord se placer dans le contexte. On est en Toscane, dans la province de Florence, entre la fin des années 60 et le milieu des années 80. Une région rurale, catholique, traditionnelle, le genre d'endroit où les jeunes couples n'ont pas vraiment le droit d'avoir une vie intime avant le mariage. Donc, ils se débrouillent. Ils se gardent dans des chemins isolés, dans des champs à l'écart, des coins tranquilles, à l'abri des regards. Ce qui, sur le papier, paraît romantique. Sauf que quelqu'un, dans l'ombre, a fait de ces moments d'intimité sa chasse gardée. Remontons à la source. Nuit du 21 au 22 août 1968. Castelletti di Signa. Un couple est retrouvé tué par balle dans sa voiture. Barbara Locci et son compagnon. Ce meurtre-là, au départ, la police pense l'avoir résolu rapidement. Le mari de la victime, jaloux, est arrêté et condamné. Et l'affaire est considérée comme close. Sauf qu'il y a un détail qui va prendre tout son sens 16 ans plus tard. L'arme utilisée, un pistolet Beretta, calibre 22. Et surtout, les munitions. Une série précise de balles, toujours issues du même lot. Cette arme va resservir encore et encore. Pendant près de 20 ans. Et à l'arrière de cette voiture, cette nuit-là, un petit garçon de 6 ans a tout vu. Natale Emele, le fils de Barbara. Il survivra. Mais cette image ne le quittera jamais. Il faut attendre 1974 pour que la région comprenne qu'un tueur rôde vraiment. Borgo San Lorenzo, à une trentaine de kilomètres de Florence. Un jeune couple fiancé sur le point de se marier. Il s'arrête près d'une fontaine isolée pour un moment à deux. Il est un peu plus de 22 heures. Le silence est presque total. Elle sort de la boîte de nuit au bras de son fiancé, riant encore de leur soirée. Ils ne le savent pas encore, mais quelqu'un les observe déjà depuis plusieurs minutes. Immobiles, dans l'obscurité. Le tueur sort de l'ombre et ouvre le feu. Le jeune homme est touché en premier. Il meurt presque sur le coup. Puis le tueur se tourne vers la jeune femme. Ce qui suit est d'une violence que les enquêteurs n'avaient encore jamais vue sur ce type de dossier. Et c'est cette scène précisément qui va faire dire au premier profileur de l'époque: on a affaire à quelqu'un qui déteste profondément les femmes. Le profil qui ressort. Un homme probablement seul, dans la trentaine, souffrant peut-être de troubles S. Un profil qui va coller, année après année, à chaque nouveau crime. 7 ans de silence. Puis 1981. Coup sur coup, 2 doubles meurtres. Juin 1981 d'abord. Un jeune couple dans une voiture garée dans un champ isolé. Le tueur frappe à la vitre, une balle dans la tête pour l'homme.
La femme est traînée hors du véhicule. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois clairement ce que l'on appellera plus tard le rituel du tueur. Il prélève des parties du corps de la victime et les emporte. Un détail glaçant qui va rester secret des médias pendant longtemps. Justement pour pouvoir différencier les vrais témoignages des fausses confessions. 4 mois plus tard, octobre 1981, ça recommence. Même région, même mode opératoire, même arme. Et cette fois, il y a des témoins. Une voiture aperçue dans les environs. Un portrait robot est même réalisé. Sauf que ça ne mène nulle part. Le tueur reste invisible. À ce stade de l'enquête, 8 ans ont passé depuis le premier crime. Des dizaines d'enquêteurs ont travaillé sur ce dossier, interrogé des centaines de témoins, suivi des dizaines de pistes. Et pourtant, ils ne savent toujours pas vraiment qui ils cherchent. Puis, plus j'avance dans cette affaire, moins je comprends. Bienvenue dans cette enquête. Ça fait plusieurs jours qu'on est perdu dedans. Pas de nom, pas de visage, juste un mode opératoire et une arme qui ne change jamais. C'est peut-être le détail le plus troublant de toute l'affaire. Juin 1982. Nouveau couple. Nouveau lieu isolé. Cette fois, il y a plus de passages sur la route. Le tueur tire à travers la vitre. Blesse les 2 victimes. Mais des voitures arrivent pour la première fois. Il doit fuir avant de terminer son rituel. La femme meurt sur place. L'homme survit quelques heures avant de décéder à l'hôpital, sans jamais reprendre connaissance. La police tente alors un coup de bluff dans la presse. Elle annonce que l'homme a survécu assez longtemps pour donner une description du tueur. Un mensonge total. Mais l'objectif, c'est de pousser le tueur à la faute, en misant sur un trait bien connu chez certains criminels en série, la fascination pour leur propre image médiatique. Ça ne fonctionne pas. Et en septembre 1983, le prochain crime a lieu. Cette fois avec des victimes étrangères, 2 hommes allemands en vacances en Toscane. Ce qui est étrange parce que le monstre s'en prend habituellement à des couples hétérosexuels. Les enquêteurs avancent une hypothèse. L'un des 2 hommes avait de longs cheveux blonds, de nuit et de loin. Le tueur aurait pu le confondre avec une femme. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ça explique pourquoi les corps ne portent pas les mêmes traces que les autres victimes. Pas de rituel cette fois, juste des balles. Juillet 1984, un couple italien. Même scénario, même arme. Le rituel est de plus en plus précis, de plus en plus violent. Certains pensent que cette affaire a pu inspirer certains aspects de l'univers d'Hannibal Lecter, sans que cela n'ait jamais été confirmé officiellement. Ce qui est certain, c'est que la violence de ces crimes a profondément marqué l'Italie, et pas seulement les enquêteurs. Et puis, septembre 1985, San Cassiano Val di Pesa. Le dernier crime officiellement attribué aux monstres de Florence, 2 touristes français, en vacances, installés sous leur tente. Le matin est calme. Un homme du village s'enfonce dans la végétation pour cueillir des champignons, sans se douter de ce qu'il s'apprête à trouver. Un bourdonnement continu attire son attention. Il s'approche et ce qu'il découvre alors va rester gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Aucune trace exploitable. Une fois de plus. Pas d'ADN, pas d'empreinte. Et sans que personne ne le sache encore ce jour-là, c'est le dernier crime de toute la série. Mais quelques jours après ça, après ce dernier crime, l'affaire prend un tournant que personne n'attendait. Une lettre arrive au bureau de la procureure, en charge du dossier, Silvia Del Monica, la seule femme à travailler directement sur cette enquête. L'adresse est composée de lettres, coupées dans des journaux. Silvia ouvre le colis et elle hurle. À l'intérieur, le tueur lui a envoyé un trophée macabre, prélevé sur la dernière victime française.
Ce geste n'est pas anodin. Le monstre de Florence a choisi délibérément d'envoyer ce message à la seule femme impliquée dans l'enquête. C'est une provocation, un acte de haine ciblé. Elle finit par démissionner, convaincue qu'elle pourrait être la prochaine cible. Et honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. À ce stade, on pensait qu'on allait enfin avoir une réponse. Spoiler, pas encore. Au début des années 90, l'enquête se referme enfin sur un nom. Pietro Pacciani, un ouvrier agricole toscan. Déjà condamné par le passé pour le meurtre de l'amant de sa femme et pour des violences sur ses propres filles. La perquisition de son domicile dure 12 jours entiers. Et ce qu'on y trouve est troublant. Une cartouche calibre 22, dissimulée dans un piquet de jardin. Parfaitement compatible avec l'arme du monstre et plus de 100 000 € en liquide pour un simple agriculteur. En 1994, son procès s'ouvre et en Italie, c'est presque un événement national. Il est condamné à la prison à vie en première instance. Sauf qu'en appel, il est acquitté, faute de preuves matérielles suffisantes. La Cour de cassation annule ce verdict d'acquittement en 1996. Un nouveau procès aurait dû avoir lieu, mais il n'aura jamais lieu. Le 22 février 1998, Pietro Pacciani est retrouvé mort chez lui, officiellement d'une crise cardiaque. Mort naturelle ou quelqu'un avait-il intérêt à le faire taire avant qu'il ne parle? Personne ne le sait. Et c'est l'une des nombreuses questions qui restent sans réponse dans cette affaire. C'est là qu'interviennent Mario Vanni et Giancarlo Lotti, ces fameux compagnons de campagne de Pacciani. En 1999, tous les deux sont condamnés pour 4 des doubles meurtres. Mais même après cette condamnation, le doute persiste. Aucune preuve scientifique, aucun ADN, aucune empreinte ne les relie directement aux scènes de crime. Parce que cette affaire ne se referme jamais vraiment. Il existe plusieurs théories qui circulent encore aujourd'hui. Et il est important de préciser qu'aucune d'entre elles n'a été officiellement prouvée. La première, c'est celle de l'enquêteur principal lui-même. Selon lui, Pacciani et ses complices n'auraient pas agi seuls. Ils auraient tué des couples sur commande pour des clients très riches, adeptes de rituels occultes, ce qui expliquerait les 100 000 € trouvés chez Pacciani. Cette théorie a été très controversée et aucune preuve ne l'a jamais confirmée. Mais dans un pays aussi catholique que l'Italie dans les années 80, certains enquêteurs ne l'ont pas écartée. La deuxième théorie est peut-être la plus fascinante. Elle vient des deux hommes qui ont mené leur propre enquête indépendante, Mario Spezi, un journaliste italien, et Douglas Preston, un auteur américain. En fouillant dans les archives, ils s'intéressent à un homme qui n'avait jamais vraiment été sérieusement regardé, Salvatore Vinci, le frère du premier suspect de 1968. Un homme intelligent, discret, sans casier judiciaire, mais avec un passé personnel très sombre. Et en creusant encore, il se retrouve face à son fils, Antonio Vinci. En 1974, Salvatore avait signalé un cambriolage à son domicile. Et dans sa plainte, il avait insisté pour que soit officiellement inscrit que le voleur était son propre fils. La question que se posent Mario et Douglas est si l'arme du crime, le fameux Beretta calibre 22, avait été volée ce jour-là par Antonio. 4 mois plus tard, le premier double meurtre officiellement attribué au monstre de Florence avait lieu. Mario et Douglas vont jusqu'à rencontrer Antonio lors de cet entretien. Il laisse échapper des détails troublants, notamment autour d'un couteau à cran d'arrêt, exactement le type d'arme utilisé lors des mutilations. Attention cependant, il s'agit d'une théorie développée par des enquêteurs indépendants, pas une piste validée par la justice. Antonio Vinci n'a jamais été officiellement mis en cause. Mario et Douglas publient leurs conclusions, mais en 2001, et là, une des médias mondiaux. C'est le 11 septembre, leur théorie reste dans l'ombre. Et en 2006, rebondissement absurde. Chez Mario Spezzi lui-même, le journaliste qui enquête, qui est arrêté et soupçonné d'être le monstre de Florence. Il reste 23 jours en détention avant d'être libéré, faute de preuves.
Attendez, le journaliste qui enquête devient lui-même suspect? Oui. Et à ce niveau-là, même les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. Avant de quitter les ombres, faisons le point. En 2024, le corps de Jean-Michel, une des victimes françaises, a été exhumé pour tenter de retrouver des traces d'ADN. Pour l'instant, officiellement, rien de définitif n'a été prouvé. Et en 2025, Netflix a sorti une mini-série de 4 épisodes consacrée à cette affaire. Ce genre de production, parfois, ça fait délier les langues. 57 ans après le premier crime, l'affaire n'est toujours pas officiellement résolue. Chez Atlas des Ombres, on ne vous parle pas que d'enquêtes criminelles. La chaîne, c'est aussi des légendes, des mystères, des créatures venues des 4 coins du monde. Mais parfois, la réalité dépasse largement la fiction. Et cette affaire en est un exemple glaçant. Dites-nous en commentaire quelle théorie vous semble la plus crédible. La piste commanditaire, la piste d'Antonio Venci ou d'autres que personne n'a encore sérieusement regardé. On a hâte de lire vos théories. Alors, mythe ou réalité? Dans ce cas précis, c'est malheureusement bien réel. À bientôt dans les ombres. Bisous! Bisous!